la neuroatypie, un sujet qui mérite toute notre attention. Tout à fait. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas un handicap, mais plutôt un fonctionnement cérébral différent. Exact, il ne s'agit pas nécessairement d'un diagnostic médical, mais plutôt d'une exploration de notre propre fonctionnement cognitif. Et ce qui différencie un neuroatypique d'un neurotypique, finalement, c'est dans l'intensité de ce qu'il vit. On ne devrait pas parler d'inclusion, mais plutôt d'acceptation de nos différences comme une source de richesse pour la diversité des pensées et un enrichissement collectif. Les gens ont souvent tendance à considérer que le comportement des neuroatypiques est anormal. Par exemple, votre enfant ne tient vraiment pas en place en classe et beaucoup pensent que ce n'est pas normal, qu'il doit avoir un problème. Ce n'est pas normal par rapport à la majorité des élèves qui peuvent rester plus longtemps sans bouger. Effectivement. Ce qui est compliqué en réalité, c'est d'avoir dans sa classe un enfant qui ne tient pas en place. L'enfant ne devrait pas être le problème. D'autant plus que pour cet enfant, lui demander de rester assis, c'est comme si on demandait à un poisson rouge de grimper aux arbres. Donc, au-delà des traumas qui peuvent concerner tout le monde, je préfère envisager la question sous un autre angle et dire que nous sommes tous normaux avec des comportements différents. À nous de trouver les moyens d'accueillir et d'accepter toutes les normalités. Et je préfère prôner l'acceptation des différences. Un fonctionnement cérébral différent, ça intrigue. Absolument. Les chercheurs en neurosciences se sont penchés sur la question et ont identifié que suivant les types de neuroatypie, on observe des variations dans la densité de matière grise. Exact. Et les connexions entre les différentes régions du cerveau sont plus efficaces. Oui, et le traitement de l'information est aussi plus rapide. Et le cerveau est plus réactif aux stimuli, avec des activations plus intenses dans les zones liées à la perception et à l'émotion. Enfin, la plasticité cérébrale diffère, ce qui crée une motivation accrue à relever des défis. Finalement, Stéphane, qui sont les neuroatypiques ? Il s'agit des HPI et non des HQI. Oui, effectivement, HPI, haut potentiel intellectuel, c'est différent des HQI, haut quotient intellectuel. Et ce qui différencie un HPI d'un HQI, c'est que le HQI ne présente pas toutes les caractéristiques du HPI, bien qu'il ait réussi le test de QI. Il y a aussi des TSA. Troubles du spectre autistique. Et des TDA. Troubles de l'attention et parfois avec le H de l'hyperactivité. Il y a aussi différents dys. Tout à fait. Des dyslexiques, des dyscalculiques, des dysorthographiques, etc. Et les multipotentiels. Toutes ces personnes partagent une caractéristique commune qui est l'hypersensibilité. On ne doit pas oublier les HPE, les hauts potentiels émotionnels, qui maîtrisent l'identification, la régulation et la communication des émotions. On peut même trouver des cas de double, voire de triple exception, avec des particularités qui se cumulent et s'entrecroisent, telles que on peut avoir un HPI et un TSA par exemple. Nous formons une minorité. Tout à fait. Si on considère par exemple une salle d'une vingtaine de personnes, seulement 5 personnes seraient concernées. Mais en réalité, tous ceux qui écoutent sont concernés d'une manière ou d'une autre, car seules les personnes concernées sont intéressées par le sujet. Le mot-clé, c'est l'intensité. On parle de spectre. Ce qui différencie sur certaines caractéristiques les neuroatypiques des neurotypiques, c'est vraiment l'intensité de ce qu'ils vivent. Et le curseur varie selon les colorations, suivant la personnalité, l'éducation que la personne a reçue, ses sentiments d'appartenance, la considération qu'on a mis sur sa neuroatypie, etc. C'est ce qui définit la neuroatypie. Et parfois, cette intensité peut mener à des débordements internes et ou externes. Si on n'a pas identifié et compris notre fonctionnement, ça peut véritablement mener à un mal-être. C'est pourquoi, Stéphane, c'est véritablement crucial de comprendre son fonctionnement. Pour mieux se connaître, s'accepter et valoriser sa singularité. Mais aussi pour trouver des stratégies adaptées, s'épanouir et faciliter les relations avec les autres. Et cela permet également de lutter contre la stigmatisation et l'exclusion, et d'avoir accès aux ressources et au soutien nécessaires.
Passons maintenant au programme de nos futures vidéos. Nous allons aborder au cours des prochaines vidéos certaines caractéristiques communes des neuroatypiques. Nos vidéos suivront un schéma cyclique pour chacune de ces caractéristiques. Nous examinerons comment elle peut se manifester lorsque la personne n'est pas consciente de son fonctionnement. Comment cela peut être perçu par les autres en cas de méconnaissance. En comprenant mieux son fonctionnement, comment en faire un potentiel. Pour être tenu informé de la publication de ces vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur le site internet et laissez-nous un commentaire pour nous encourager. Merci.